Pour les aristocrates polonais qui voyagent en Europe au XVIIe et XVIIIe siècle, Versailles s'impose comme un point de référence privilégié. Le célèbre château constitue pour eux le symbole d'une monarchie différente de celle de la Pologne, d'un royaume qu'ils observent avec beaucoup de distance et d'intérêt. En même temps, il les attire par sa splendeur, étant une attraction culturelle et un point important sur la carte des pérégrinations en France. Le représentant de la famille Jabłonowski tient une place importante parmi les voyageurs venus de Pologne à Versailles au XVIIIe siècle. Cette famille noble appartient à l'élite de l'époque et jouit d'un grand prestige en Pologne. Ses représentants occupent les postes honorables de ministres et de sénateurs. Le fait que Anna Jabłonowska, fille du grand hetman de la couronne Stanisław Jan Jabłonowski, soit la mère de Stanisław Leszczyński, roi de Pologne et duc de Lorraine, est particulièrement important pour les relations franco-polonaises. Depuis que Stanisław Leszczyński s'est installé en France, d'abord à Chambord, puis en Lorraine, les membres de sa famille font de Nancy et de Lunéville un point de passage obligé de leur voyage. Ces visites trouvent tout naturellement leur continuation dans des séjours à Versailles, souvent liés à la cérémonie prestigieuse de la présentation à la Louis XV et à la rencontre avec son épouse, Marie Leszczyńska, fille du roi Stanislas. Au cours de ces visites, le voyageur découvre la structure du château lui-même, observe les coulisses de fonctionnement de la famille royale, ainsi que les règles régissant la société de cour. Ensuite, ils décrivent méticuleusement leurs impressions dans les lettres adressées à leur famille en Pologne. De plus, à Paris et à Versailles, ils réalisent diverses tâches, font des achats ou recherchent des professionnels, surtout des artistes, des précepteurs et des cuisinières qu'ils vont faire venir sur la Vistule. Ce sont des séjours intensifs, riches en sensations et attractions diverses. Il semblerait que les impressions générées lors de ce voyage devraient inspirer la famille Jabłonowski à changer son mode de vie en Pologne et par conséquent constituer l'un des canaux de transmission des modèles culturels étrangers au sein de la communauté des aristocrates polonais. Cependant, les attitudes des voyageurs à l'égard de la réalité observée à Versailles sont plus complexes et leur évaluation du style de Louis XIV sont ambivalentes et loin d'être exemptes des critiques. Seuls certains d'entre ces voyageurs rentrent chez eux et décident de transférer des modèles étrangers directement dans leur propre réalité. D'autres, guidés d'une aversion réelle ou opportuniste pour tout ce qui est étranger, agissent avec plus de prudence et même s'ils décident d'imiter certains éléments d'étrangeté, ils ne le font pas de manière ostentatoire. Enfin, il y a ceux qui, pour diverses raisons, rejettent les mythes de Versailles comme inadéquats à la réalité polonaise. L'objectif de ces conférences est de déterminer laquelle de ces attitudes prévaut dans le cercle familial de Jabłonowski, surtout dans le cas de Józef Aleksander Jabłonowski, qui se rend à Versailles à plusieurs reprises. Comment perçoit-il le château de Louis XV, notamment son architecture, sa vie artistique et culturelle? Comment évolue sa perception? Enfin, dans quelle mesure les membres de la famille à laquelle il appartient décident d'introduire certains éléments de sa culture, de la culture de Versailles, dans leur résidence et leur vie quotidienne? C'est la place de Józef Aleksander Jabłonowski. La famille Jabłonowski fait partie de nouveaux magnates dont la carrière prend de l'ampleur au XVIIe siècle. Le premier à recevoir la charge de son auteur est Stanisław Jan Jabłonowski, grand hetman de la couronne et castellan de Cracovie. En 1604-22 et 1604-28, ses deux fils, Jan Stanisław et Alexander Jan, voyagent en Europe, visitant la France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre. Ils passent la plupart de leur temps à Paris, où ils étudient au collège jésuite,
approfondissant leurs connaissances en astronomie et en mathématiques. La tradition du Grand Tour, c'est-à-dire d'un voyage éducatif en Europe, est perpétuée par les descendants de Jan Stanisław et Alexander Jan. Ils disposent des instructions préparées par des membres expérimentés de la famille. Stanisław Jan Jabłonowski rédige un tel document pour ses fils dans les années 1680 et Jan Stanisław Jabłonowski, voïvode de Ruthénie, prépare des instructions pour son neveu Józef Alexander en 1628. Elles contiennent, entre autres, les conseils suivants. Rendez-vous à Versailles souvent, allez vers du roi, assistez à sa messe, et ayant été une fois présenté à Louis et à la reine au dîner, Seigneur, vous aurez un accès facile partout, grâce aux Béthune qui occupent les premières fonctions à côté de la personne royale, comme le duc de Charles et son fils, le duc de Béthune. Lors de son premier voyage en Europe, Józef Alexander Jabłonowski peut compter, grâce au roi Stanislas, sur certaines facilités à Versailles. Dans la mesure où les circonstances le permettent, Leszczyński essaye de venir au château lorsque des membres de sa famille y sont en visite et il assume le rôle de leur guide. C'est Leszczyński qui présente le jeune Jabłonowski à la cour de France et demande de lui octroyer le privilège d'entrer dans le cabinet de la reine Marie. Jabłonowski écrit à ce sujet « J'ai été recommandé à la reine française par le roi pour être toujours autorisé à entrer dans son cabinet quand je le souhaite. Je jouis d'une position particulière parce que j'appartiens à la reine de France. » Le séjour à Versailles suscite des émotions ambivalentes chez le jeune voyageur pour des raisons financières. Son problème ne consiste pas à financer le voyage depuis Paris, mais à s'assurer la splendeur appropriée lors du séjour dans la résidence du roi français. Pour Jabłonowski, qui souffre constamment de problèmes financiers, le séjour à Versailles représente surtout des dépenses supplémentaires. Dans ses lettres à sa mère, il souligne qu'ils n'essayeront que des situations exceptionnelles et il se plaint, mais je ne voyage pas pour la grande dépense. Ces remarques semblent rationnelles car les coûts de visite à Versailles doivent être considérables pour le jeune homme, mais en même temps, elles font penser qu'il voit consciemment tout en noir. Se plaignant d'une situation financière difficile, il remarque au passage que la reine l'encourage à se rendre au château plus souvent et ajoute « c'est une chose nécessaire, car il y a toujours quelque chose à voir ». En évoquant constamment sa misère financière, il veut probablement persuader sa mère Théophila de rembourser ses prêts et de lui fournir les fonds nécessaires pour poursuivre ses voyages en Europe. L'impossibilité de séjourner à Versailles autant de temps que souhaité lui semble être un argument adéquat pour faire face à l'intransigeance de sa mère sur cette question. Par conséquent, lors de ses voyages dans les années 1629-1632, Józef Alexander associe Versailles surtout à des poches vides. Il espère naïvement que ce problème pourrait être résolu, au moins en partie, par l'aide de la reine de France ou éventuellement du roi Stanislas. Cependant, il éprouve une profonde déception. En 1630, il note « Ni la reine de France, ni sa majesté, le roi, ne m'ont donné quoi que ce soit, rien que des promesses. » Il trouve ces faits si frappants qu'il les soumet à une analyse intellectuelle approfondie. Partant de ses propres expériences et de ses entretiens avec les courtisans, il perd toute illusion sur la cour de France, décrit l'état de celui-ci comme une pauvreté indicible et résume la situation des souverains par une constatation lapidaire, comme ils n'ont rien. Selon lui, cet état de choses est dû à la philosophie financière du cardinal de Fleury,
qui freine tout élan de générosité de Louis XV, déjà avare par nature. Ses principaux mécènes, le roi Stanislas et la reine Marie, en souffrent, privés de la possibilité de lui apporter leur soutien dans une situation difficile. Le rêve inaccessible de Jablonski est de se voir accorder une pension par Louis XV. Le voyageur est conscient que ce n'est qu'une chimère. 18 ans plus tard, Jablonski arrive de nouveau à la cour française pour y passer une plus longue période. Il est évidemment un homme plus mûr que durant son grand tour. À partir de 1644, il occupe la fonction des grands panetiers de Lituanie et ce qui est aussi important, il est financièrement indépendant. Il jouit d'un renom dans le monde des sciences et de la littérature en tant qu'auteur, entre autres, d'Empire de Sarmates et de Tabula Jablonoviane. Bien qu'aucune lettre concernant cette visite, combinée avec un séjour à Lunéville, n'ait été conservée, nous pouvons supposer que Jablonski a apprécié la splendeur entourant le roi français dans une plus grande mesure qu'auparavant. Le séjour à Versailles et à Fontainebleau en 1648 n'est connu que de manière fragmentaire et il est difficile à le situer dans un contexte plus large. Les témoignages dont nous disposons sont diamétralement opposés. Selon des documents familiaux, à Fontainebleau, Jablonski joue le rôle de la mascotte de la reine. Là donc, tant que la cour y résida, Sa Majesté la Reine de France ne le laissait pas partir. Le prince panetier lui rendait visite plusieurs fois par jour, et chaque jour presque en audience privée, pendant plusieurs heures jusqu'à un jeu de cartes, une comédie. Et puisqu'il était son parent et polonais, elle se divertissait agréablement. Là, il a été régalé par cette reine d'une tabatière d'or, en or pur, richement sorti de diamants, de valeur de plusieurs milliers. Le duc de Luynes rapporte la visite de Jablonski à Fontainebleau en octobre de manière plus laconique. Il note que la reine est réellement surprise de voir son cousin présent lors de sa toilette. Saluant la reine, Jablonski lui parle un moment en polonais. On suppose à la cour qu'il veuille lui confier un secret. Le même jour, Leszczyńska avoue à ses amis que son cousin ne faisait que lui relater les affaires concernant son voyage et qu'il est venu à Versailles dans un but plutôt imprécis. On estime qu'il va rapidement rentrer en Pologne où la session de la Diète a été convoquée. L'opinion du duc de Luynes est plutôt modérée et laconique. On y peut chercher en vain le grand enthousiasme et l'atmosphère familiale pleine d'intimité qui devait accompagner la mascotte de la reine, comme le décrivent les sources familiales. La visite de Jablonski à Versailles en 1656 est exceptionnelle à bien des égards. Il retourne à un endroit qu'il a eu l'occasion d'admirer d'abord lorsqu'il était très jeune, puis lorsqu'il était adulte. Ce retour pourrait être un voyage sentimental pour Louis, et s'il n'y a pas eu les circonstances extraordinaires qui l'amènent à Paris. C'est la réception dans l'ordre de son esprit qui l'incite à se rendre personnellement en France. La décision concernant sa réception a été prise en janvier 1656. Initialement, il était prévu que les colliers soient envoyés en Pologne, mais Jablonski, nommé voïvode de Nowogródek, décide de participer personnellement à la prestigieuse cérémonie de remise du collier à l'ordre de Versailles. De son premier jour au château, il rend visite à plusieurs personnes. Il est solennellement présenté à Louis XV et à la famille royale par le premier gentilhomme, le duc de Fleury. Puis il parle à la reine, par laquelle il est très bien reçu, et même il note « Je l'ai même embrassé plusieurs fois contre les coutumes ». Jablonski alterne ses visites à Versailles avec des séjours à Paris, où il collecte des matériaux pour la généalogie de la famille et fait des courses.
À Versailles, il savoure sa popularité et note soigneusement toutes les accolades, même les plus bizarres, qui font de lui un héros exceptionnel. Il est particulièrement satisfait du geste favorable du roi. Grâce à cette distinction et à ses relations avec la reine et le dauphin, il y a Buonaschi qui se sent important et apprécié à la cour. Enfin, il n'est pas seulement le cousin de la reine, mais aussi le chevalier ayant obtenu une distinction prestigieuse à laquelle, comme il le fait remarquer lui-même, il n'avait pas du tout postulé et qui, comme il le souligne fièrement, est très rarement décernée à des étrangers. Ces relations enthousiastes contrastent une fois de plus avec le style concis du duc de Lune qui a inclus dans ses mémoires une note laconique sur la cérémonie de juin. La visite de 1656 fait écho à certains problèmes rencontrés déjà dans le passé. Le voïvode s'est réjoui sans aucun doute du séjour à Versailles, mais en même temps, il admet qu'il est lié à des coûts cauchemardesques. Il dépense la plupart de l'argent pour le décorum de la cérémonie. Il doit acheter une tenue adaptée et couvrir les frais de nourriture et de courrier. Il évite d'emprunter de l'argent et explique à sa femme Carolina qu'en raison de dépenses engagées, elle ne doit pas s'attendre à recevoir de nombreux cadeaux. Cette rhétorique est très similaire à celle de 1630. Cependant, alors qu'à l'époque, Buonaschi essayait de vider au maximum les caisses de sa mère sous prétexte d'un séjour coûteux au château de Louis XV en 1656, avançant des arguments similaires, il ne veut pas trop dépenser ni trop s'endetter. Le voïvode de Novgorod passe l'automne et l'hiver 1662 en Italie. Dans la région d'Ischia, il fait une cure thermale. Puis, il se rend à Rome et à Venise. Arrivé à Versailles dans le dernier jour de mars 1663, il loge à l'hôtel Mélan et se rend directement au château royal où, accompagné du premier gentilhomme de la chambre du roi, duc de Duras, il participe à la cérémonie de la levée du roi. Bien qu'il soit chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, il a besoin de gens avec qui il a tissé des liens d'amitié dans le passé. À Versailles, il se déplace d'abord de manière chaotique. Il espère faire la connaissance de la dame du palais de la reine, la duchesse de Fleury, mais cette dernière s'excuse de la fièvre et l'envoie chez la dame d'Atour de la duchesse de Villars. Enfin, le voïvode se rend dans la chambre de la reine où, comme il le rapporte lui-même, il est très reçu chaleureusement. Ainsi, pendant les quelques heures passées à Versailles, il renoue d'anciens contacts et rend des visites de courtoisie à la famille royale. Il assiste au dîner de la reine et au grand couvert. Il introduit dans la chambre de la dauphine Marie-Joséphine où il rencontre inopinément la marquise de Pompadour qui sort de la chapelle et l'invite chez elle. Il note sur elle, plus qu'un ministre, esprit fin et bien avancé dans celui du roi. Bien que la visite de Jablonski en Versailles en 1663 soit connue de manière fragmentaire et entachée par sa compréhension de la notion de prestige, elle nous permet de voir son expérience et la facilité qui en découle pour se déplacer dans le château. Le voïvode les a acquises lors de ses précédents séjours. À ce stade de sa vie et de sa carrière, il présente des qualités caractéristiques des habitués des salons. Il se sert des connaissances acquises, rend des visites et en même temps prend note de tout signe d'intérêt de la part du roi et des personnes influentes de son entourage. Les voyageurs, non seulement ceux qui sont liés à Versailles, favorisent sans aucun doute le processus d'échange culturel et stimulent la curiosité naturelle. Le récit, lettres et commentaires de voyageurs sont une source d'information sur une réalité différente et intéressante dont les aspects diffèrent des modèles dominants dans la culture indigène.
Le transfert culturel dans le cas de la famille Jablonski est unilatéral et typique de la sphère à laquelle elle appartient. Il consiste surtout à importer des marchandises de l'étranger, à noter les changements de mode et de style en général, et enfin à rechercher à l'étranger des spécialistes particulièrement recherchés dans les cours nationales. Le rôle de Joseph Alexander Jablonski dans ses activités, notamment celles liées à Versailles, est limité. L'exemple de ce voyage dans les années 1629-30 le prouve manifestement. Il est plus charmé par la dentelle de Bruxelles et les raretés italiennes que par la cour de Louis XV. Lorsqu'il quitte enfin Versailles et se retrouve dans le nord de l'Italie, il se réjouit de faire connaissance à un certain bourgeois de Lucques qui, Louis, a envoyé si grande quantité de divers vins, de confitures, des aliments, du chocolat, du café, de mortadelles de Bologne, de parmesan et autres choses. Il est intéressant de noter qu'il n'a pas remarqué la présence de ce type d'attraction sur la scène. Là, il se limite à la médiation lors de l'embauche d'une seule personne. Il écrit à sa mère: « Il y a un cuisinier qui veut 3 000 par an. Il est bon, je négocie, mais ça, Louis proposait en acompte. » Il est impossible de dire si ce cuisinier est venu en Pologne. Les résultats de ces négociations restent inconnus. Ce qui est frappant dans tous les récits de Jablonski concernant ce séjour à Versailles, il manque les informations sur l'architecture du château. Indépendamment de l'étape de la vie, de l'expérience du but de la visite, le cousin de Maria Leszczyńska semble complètement désintéressé par la splendeur matérielle entourant le roi français, ou bien il agit consciemment et veut donner aux autres l'impression d'être un homme difficile à impressionner. Compte tenu du nombre de résidences dont Jablonski dispose en Pologne et de l'importance qu'il attache à leur style, il ne peut pas être considéré comme un ignorant dans le domaine de l'architecture et de la décoration intérieure. Vu l'état de conservation de ces résidences, il est très difficile de déterminer l'influence éventuelle du style de Louis XIV et Louis XV sur l'art du cercle de Jablonski. La plupart de ces résidences n'existent plus et les matériaux iconographiques proviennent d'une période postérieure au XVIIIe siècle. On sait qu'il a utilisé ses contacts et agents étrangers pour rechercher des plans ou des esquisses. Il a profité du marché international accessible à l'élite de l'époque. Il a commandé des plans en Hollande et des plans à Paris. Certes, certains éléments de l'aménagement intérieur de ces résidences à Lachowce et à Jablonów-Wolitewskie, tels que les galeries spacieuses décorées de grands miroirs ou les cours de parade, semblent imiter les solutions utilisées à Versailles, mais ils peuvent aussi témoigner du fort ancrage de Jablonski ou des architectes engagés par Louis dans le style représentatif du baroque tardif. Pour Jablonski, Versailles est avant tout un système, un groupe de personnes réunies autour d'un roi situé au centre et reliées entre elles par des liens et des intérêts différents. Comme il s'y est un observateur avisé de la réalité, il reconstitue sans difficulté le réseau de dépendance, savoure les informations sur le château et ses habitants, et enfin les utilise pour se retrouver avec une facilité croissante au sein de la société de cour. Pour Jablonski, le système de la cour est lié surtout à un rythme de vie régi par les règles du cérémonial et de l'étiquette. Il se familiarise avec ces éléments lors de ses jours sur la scène et en fait l'axe principal de ses inspirations versaillaises. Après son retour en Pologne, il recréait le cérémonial versaillais avec un tel zèle qu'il devient une figure anecdotique. Pour souligner l'importance de sa personne, il utilise non seulement la disposition architecturale de l'espace, mais aussi les règles de la vie de cour inspirées de résidences royales. Toutefois, si nous examinons les innovations
cérémonielle introduite par Jablonski dans ses propres résidences, il s'avère qu'il a emprunté de nombreux éléments à Versailles, éventuellement par les biais d'autres résidences, car le style de vie à Louis XIV était populaire à diverses cours et Jablonski lui-même a beaucoup voyagé en Europe. Les visites à Versailles sont un point particulièrement important dans le voyage intellectuel et émotionnel de Józef Alexander Jablonski. Sa perception et sa sensibilité changent pendant cette période. Lors de son séjour en France en 16h30, il est un jeune magnat pour qui la cour française n'est qu'une étape dans ses voyages en Europe. Le monde qu'il voit ne l'impressionne pas, mais Jablonski lui-même a une vision superficielle de Versailles et est plutôt un peu intéressé par une introspection profonde. Cela change au cours de la douzaine d'années suivantes. Ses liens familiaux avec Stanisław Leszczyński et la cour de Lunéville, son séjour prolongé en France dans les années 1630, son service dans l'armée pendant la guerre pour la couronne polonaise, enfin son mariage et sa prise de position indépendante dans la structure familiale, y compris l'obtention du patrimoine, ne sont pas sans importance. Dans les années 1640 et 50, Jablonski observe la société de cour centrée sur les rois et analyse méthodiquement chacun de ces éléments. Déchiffrant les différentes parties de la géographie du château et les positions occupées par ses habitants, il crée son propre réseau de connaissances qu'il utilise avec succès lors de ses visites en 1656 et 63. Du point de vue de la biographie de Jablonski et d'évolution de sa perception de la vie à Versailles, l'année 1656 est sans doute cruciale. Cette année-là, il reçoit une importante décoration de Louis XV et est reçu au château en grande pompe. Pendant quelques jours, il est le principal protagoniste des événements, celui dont tout le monde parle et vous rencontrez. La splendeur des festivités et la position qu'il occupe à Versailles à cette époque influencent fortement sa perception de la vie de cour. Jablonski non seulement veille à la diffusion appropriée des descriptions des festivités dans la presse polonaise de l'époque, mais également, probablement à la suite de l'observation de la vie quotidienne à Versailles, il introduit dans sa résidence des cérémonies calquées sur les rituels de cour. Versailles façonne en quelque sorte son imaginaire social, le schéma qu'il y a vu satisfont sa vanité, tout en lui fournissant des modèles qu'il réussit à introduire après quelques modifications dans sa vie quotidienne. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce séjour avec Versailles en âge adulte modifie sa perception par rapport aux années 1630, c'est-à-dire les expressions des années 1650 et 60 remodèlent les impressions du passé. Dans des relations des années 1629-30, rédigées de manière continue, Jablonski insiste surtout sur ses problèmes financiers et assimile Versailles à des dépenses inutiles. Cependant, dans ses mémoires rédigés à la fin de sa vie, il souligne les honneurs avec lesquels il a été reçu à Versailles lors de sa première visite. Il écrit de soi-même « Ayant été présenté au roi de France, au prince et princesse de Cinq, il avait libre accès partout et disposait de l'appartement destiné à Versailles au cardinal de Rohan. » Au fil du temps, Versailles devient l'une de ses sources d'inspiration pour créer sa propre image. Les souvenirs de sa jeunesse s'estompent et la résidence des rois français sert de modèle pour vivre dans le faste, créer un espace cérémonial et mettre l'accent sur l'intimité avec les personnes situées plus haut dans la hiérarchie sociale. Jablonski utilise de manière créative ses expériences pour souligner l'importance de sa propre personne et la place occupée par Louis et sa famille dans la communauté des princes européens.
C'est la fin. Merci de votre attention.